après des décennies de spéculations et de rumeurs, Patrice Wymore, 78 ans, la veuve du légendaire acteur Errol Flynn, révèle enfin les secrets que nous attendions tous. Alors qu'Hollywood se débat avec ses confessions alarmantes, la vie et l'époque de l'une de ses stars les plus énigmatiques sont vues sous un jour complètement différent. Quels secrets a-t-elle révélé et comment vont-ils remodeler notre compréhension de l'héritage de Flynn? Assurez-vous de regarder jusqu'à la fin pour le savoir. Jeunesse Errol Leslie Thompson. Flynn semblait destiné à la grandeur dès le début. Né le 20 juin 1909 à l'hôpital Queen Alexandra de Battery Point, en Tasmanie, Errol Flynn était le fils de Theodore Thompson Flynn, professeur de biologie à l'Université de Tasmanie, et de Lily Mary Young, qui a plus tard changé son nom en Morel. Sa mère, Morel, venait d'une famille d'origine maritime. Mais les deux parents de Flynn étaient australiens, avec un mélange d'ascendance irlandaise, anglaise et écossaise. Dès son plus jeune âge, Flynn avait un esprit agité et une soif inextinguible d'aventure qui allait façonner son personnage à l'écran et dans la vie. Au cours de ses années de formation, il adorait passer du temps avec des animaux sauvages comme les tigres, les kangaroos, les opossums et les diables de Tasmanie. Ces animaux étaient pris en charge par son père, Theodore, qui était professeur de biologie. Flynn a fait ses premières études à Hobart, en Tasmanie, où il a fréquenté une école après l'autre, notamment la prestigieuse Hutchins School et le Hobart College. Bien que Flynn ait grandi dans un environnement magnifique, il affirme qu'il se disputait souvent avec sa mère. Morel, selon lui, le punissait fréquemment physiquement lorsqu'il était enfant. Cette relation difficile a eu des conséquences néfastes sur le jeune Flynn, ce qui a conduit à ses fréquentes expulsions de diverses écoles, y compris des incidents comme son implication dans le célèbre Razor Gang de Sydney. Errol Flynn a montré son premier intérêt pour le spectacle à seulement 9 ans lorsqu'il a eu l'opportunité de participer à un carnaval de la reine en tant que page de la politicienne australienne Enid Lyons. Cependant, ses premières performances n'ont pas attiré beaucoup d'attention ni d'argent. En 1923, Flynn fut envoyé au Southwest London College, un pensionnat privé situé à Barnes, à Londres. Il y passa 2 ans avant de retourner en Australie en 1926 pour fréquenter la Sydney Church of England Grammar School, connue sous le nom de Shore. C'est à Shore qu'il eut l'occasion de rencontrer le futur premier ministre australien, John Gorton. Cependant, le séjour de Flynn à Shore a pris fin très rapidement lorsqu'il a été expulsé, apparemment pour vol. Après tout cet incident, Flynn a plus tard affirmé que ce n'était pas dû à un vol, mais en fait à un scandale impliquant un employé de l'école. Mais les détails de cet incident n'étaient pas encore connus. Après son expulsion de Shore, la vie de Flynn a pris un tournant difficile. Il a de nouveau perdu son emploi à Sydney pour avoir volé de l'argent. Et c'est à ce moment-là qu'il a décidé de se rendre en Papouasie-Nouvelle-Guinée à l'âge de 18 ans pour chercher fortune dans la plantation de tabac et l'exploitation aurifère du champ aurifère de Marob. Il a pu y maintenir une certaine stabilité, car au cours des 5 années suivantes, il a fait le va-et-vient entre la Nouvelle-Guinée et Sydney, essayant diverses choses pour l'aider à réussir. Cependant, en janvier 1930, Flynn se fiance avec Naomi Campbell-Dibbs, la plus jeune fille de Robert et Emily Hamlin Campbell-Dibbs. Cependant, leur fiançailles ne débouchent pas sur un mariage, ajoutant un nouveau scandale à la vie personnelle de Flynn. Ses premières années de vie sont remplies de perturbations scolaires, de scandales et d'aventures, qui jettent les bases du personnage énigmatique qu'il incarnera plus tard sur grand écran. Carrière. Alors qu'Errol Flynn travaillait en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le cinéaste australien Charles Chauvel réalisait un film sur la célèbre mutinerie du Bounty intitulé In the Wake of the Bounty. Ce film combinait des reconstitutions de la mutinerie avec des scènes réelles de l'île de Pitcairn. Chauvel avait besoin d'un acteur pour incarner Fletcher Christian, et plusieurs histoires ont circulé sur la manière dont Errol Flynn a obtenu le rôle. Certains affirment que Chauvel a vu la photo de Flynn dans une histoire sur un naufrage de yacht, tandis que le récit le plus populaire suggère que Flynn a été découvert par un autre membre de la distribution, John Warwick. Bien que le film n'ait pas eu de bons résultats au box-office, Flynn a réalisé une performance spectaculaire qui a retenu l'attention du public, ce qui l'a incité à se rendre en Grande-Bretagne plus tard dans l'année pour se consacrer à plein temps au métier d'acteur.
À son arrivée en Grande-Bretagne, Flynn a commencé comme figurant dans un film intitulé I Adore You. Il a ensuite rejoint la Northampton Repertory Company pendant 7 mois pour perfectionner ses talents d'acteur. Flynn est apparu dans divers théâtres du Royaume-Uni, notamment au Festival de Marylebone et dans le célèbre West End de Londres. Son passage à la Northampton Repertory Company prit fin très rapidement en raison d'un incident impliquant une régisseuse. Mais cela ne découragea pas Flynn qui continua à travailler dans l'industrie du cinéma jusqu'à ce qu'il décroche. Finalement, un rôle principal dans Meurtre à Monte-Carlo en 1935. Il fut recommandé par Irving Asher, qui vit en lui un potentiel. Asher réussit alors à convaincre Warner Brothers à Hollywood de signer Flynn, ce qui l'emmena en voyage à Los Angeles, chez Warner Bros. Flynn a connu son heure de gloire avec Captain Blood, remplaçant le premier choix pour le rôle principal. Le film a été un énorme succès, propulsant Flynn et sa partenaire Olivia de Havilland au rang de vedette. Ce succès l'a établi comme l'un des acteurs principaux d'Hollywood et a donné lieu à d'autres collaborations avec de Havilland et le réalisateur Michael Curtis, notamment pour le rôle de la Brigade légère. La polyvalence de Flynn était évidente lorsqu'il a joué différents rôles dans des films d'aventure, des drames et des comédies. Il a joué dans des films comme Les Aventures de Robin des Bois, qui est devenu un succès mondial, mettant en valeur le charisme et l'athlétisme de Flynn. Malgré son charme et son succès à l'écran, l'esprit aventureux de Flynn a parfois provoqué des frictions avec ses partenaires. Par exemple, Bette Davis, sa partenaire dans The Private Lives of Elizabeth and Essex, 1939, trouvait son comportement inacceptable. Elle était particulièrement agacée par le fait que Flynn perçoive un salaire plus élevé. Lors d'un incident mémorable au cours d'une répétition devant de nombreux autres figurants, Davis, qui portait ses bagues élisabéthaines élaborées, a giflé Flynn qui lui a laissé une impression durable. Des années après l'incident, Flynn a comparé cet incident à un coup porté par la légende de la boxe Joe Louis lui-même. Embarrassé, Flynn a confronté Davis dans sa loge. Mais Davis est resté imperturbable et a dit à Flynn que si tu ne peux pas encaisser une petite claque, c'est dommage. Malgré les défis sur le plateau et ses interactions parfois tendues avec ses co-stars, Flynn a continué à récolter des éloges et des récompenses pour ses performances. Il a continué à enchaîner les succès cinématographiques, Les Aventures de Robin des Bois étant l'un de ses films les plus célèbres et les plus réussis commercialement. C'est à cette époque que la Seconde Guerre mondiale prenait de l'ampleur. Flynn, cependant, a continué à exceller dans sa carrière d'acteur, en jouant dans des films tels que Gentleman Jim et Desperate Journey. Mais au milieu de tout ce succès, les choses ont commencé à prendre une autre tournure lorsque sa vie personnelle a été frappée par un grave scandale. Il a été frappé de nombreuses accusations légales, ce qui a terni son image publique. Mais malgré ces défis, Flynn est resté une figure populaire et influente à Hollywood, offrant constamment des performances mémorables d'un film à l'autre. Son héritage a perduré grâce à ses rôles emblématiques et à ses contributions à l'industrie, demeurant un symbole du Hollywood classique et de l'archétype du héros intrépide. Sa capacité à captiver le public, même lorsqu'il est confronté à des défis personnels, a consolidé son statut de légende hollywoodienne. Flynn se considérait comme un symbole phallique qui est notoirement associé au sexe. Il l'avait dit lui-même et se vantait constamment de ses exploits sexuels sous l'effet de la cocaïne. Cependant, en 1943, il fut accusé de 2 chefs d'accusation concernant 2 jeunes filles mineures. Bien que Flynn ait admis avoir eu une relation consensuelle avec l'une d'elles, il a affirmé qu'il connaissait à peine l'autre jeune fille. Le procès a suscité une attention médiatique importante, transformant Flynn en risée nationale tout en renforçant son image de sexe symbole. C'est au cours de cette période tumultueuse qu'il a croisé la route de Nora Eddington, Dix Wittons, qui allait bientôt devenir sa seconde épouse. Ensemble, ils ont eu 2 filles. Flynn a finalement été acquitté de toutes les accusations et a repris le cours normal de sa vie. Mais le mal était déjà fait. Malgré les difficultés juridiques et l'examen moral auquel il a été confronté, Flynn est resté une figure importante et influente à Hollywood, connu à la fois pour ses rôles élégants à l'écran et ses escapades hors écran. Vie personnelle, Flynn était le genre de personne qui aimait profiter de la vie. C'était un personnage à part entière, connu pour ses manières sauvages. Il courait après les femmes, buvait beaucoup, fumait comme personne et touchait même à la drogue.
Au cours des années 1940, ses aventures amoureuses comprenaient des personnalités telles que Lupe Vélez, Marlene Dietrich et Dolores Del Rio, entre autres. Mais des gens comme Carole Lombard parvinrent à repousser ses avances, même si elle l'invitait toujours à ses somptueuses soirées. Flynn était un habitué des soirées extravagantes du Hearst Castle, jusqu'à ce qu'un soir il soit expulsé pour avoir trop bu. L'homme avait tellement bu que l'expression « in like Flynn » fut inventée pour lui pour décrire la facilité avec laquelle il charmait les femmes, bien que son origine exacte reste un sujet de débat. Flynn aimait tellement cette expression qu'il voulait intituler ses mémoires « In Like Me », mais son éditeur a insisté pour un titre plus sensationnel, « My Wicked Wicked Ways ». Son manoir ressemblait à une jungle de passages secrets et de Judas, y compris une trappe au-dessus d'une chambre d'amis pour une visite secrète. Lorsque le guitariste des Rolling Stones, Ronnie Wood, a visité les lieux, il a découvert les miroirs voyeurs et les systèmes de haut-parleurs cachés de Flynn, qui n'étaient pas destinés à la sécurité, mais au plaisir de Flynn. À l'époque, les magazines People hollywoodiens publiaient souvent des articles scandaleux sur ses tactiques d'espionnage élaborées. Flynn avait un fidèle compagnon en la personne de son chien, Arno, spécialement dressé pour le protéger. Arno l'accompagna partout jusqu'à sa mort tragique en 1941. La vie sentimentale de Flynn fut tout aussi mouvementée que sa vie professionnelle. Il s'est marié 3 fois, d'abord avec Lily Demita, puis avec Nora Eddington et enfin avec Patrice Wymore. Il a eu des enfants avec ses 2e et 3e épouses. Malgré les rumeurs suggérant le contraire, sa partenaire à l'écran, Olivia de Havilland, a nié toute relation amoureuse avec lui pendant le tournage de Robin des Bois, citant le statut matrimonial de Flynn comme un obstacle. Après avoir fait ses adieux à Hollywood, Flynn s'est installé en Jamaïque avec Wymore, où il a joué un rôle important dans le développement du tourisme et a même été propriétaire d'un hôtel. L'une des choses les plus difficiles auxquelles lui et la famille Flynn ont dû faire face a été la disparition de son fils, Sean, acteur et correspondant de guerre, au Cambodge pendant la guerre du Vietnam en 1970. Malgré des recherches approfondies, ni les corps de Sean ni de son collègue Dana Stone n'ont jamais été retrouvés. On pense généralement qu'ils ont été victimes des guérilleros Khmers rouges. Après une décennie de recherche, Sean a été officiellement déclaré décédé en 1984. Sa vie liée à celle de son père est bien documentée dans le livre Inherited Risk, Errol and Sean Flynn in Hollywood and Vietnam. Malgré les aspects tumultueux de sa vie personnelle, l'héritage de Flynn en tant que star et aventurier hollywoodien par excellence reste intact. Wild Parties. La maison de Flynn, sur Mulholland Drive, dans les collines d'Hollywood, était à la fois un lieu de vie et un lieu de fête. Connu pour ses fêtes endiablées, la maison de Flynn était toujours remplie de célébrités, d'amis et même d'inconnus. Il y avait parfois tellement de monde que Flynn pouvait à peine entrer dans sa propre maison. Dans son autobiographie, il note que ses invités allaient des criminels aux acteurs, en passant par les athlètes et les vendeurs. Flynn se décrit comme irrésistible pour les femmes, plaisantant qu'il avait besoin d'une batte de baseball pour les éloigner. Il dit que des femmes venaient chez lui tous les jours, lui proposant le mariage malgré son infidélité bien connue. Flynn s'est défendu des accusations d'infidélité, affirmant qu'il ne pouvait pas s'en empêcher lorsque les femmes lui faisaient des avances. Il a déclaré « Si je suis assis dans ma loge et qu'une jolie fille entre et baisse ma braguette, je ne fais rien de mal, je ne l'ai pas touchée. » Ses nombreuses conquêtes amoureuses lui ont valu l'expression « comme Flynn », qui signifie succès rapide, surtout en amour. Dans son autobiographie, My Wicked Wicked Ways, il écrit que tout le monde comprenait que les femmes l'avaient invité, qu'il ait ou non eu des relations avec elles. Au début des années 1950, Flynn vivait sur son yacht bien-aimé, le Zaka, en Méditerranée. Il était accompagné de sa 3e femme, Patrice Wymore, et de leur fille. Il passait ses journées à plonger, à nager et à fréquenter des personnalités célèbres comme Rita Hayworth, le roi Farouk d'Égypte et le prince régnier de Monaco. Malgré son style de vie glamour, Flynn était confronté à de graves problèmes financiers qu'il imputait à tout le monde sauf à lui-même. Flynn portait toujours une valise étiquetée Flynn Enterprises, remplie de vodka, de Veras, de quinine et d'une Bible, son style de vie devenant de plus en plus insouciant et malheureux. Il buvait de plus en plus. Son beau visage, autrefois, était devenu bouffi et pâle,
montrant les conséquences de son style de vie. Personnage controversé. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Errol Flynn était l'un des acteurs les plus célèbres au monde. Mais contrairement à de nombreuses autres stars hollywoodiennes, il n'a jamais rejoint l'armée. On s'est donc demandé pourquoi. Certains pensaient que la guerre ne l'intéressait pas, tandis que d'autres pensaient qu'il avait peur. Son ami David Niven a déclaré que Flynn n'avait aucune loyauté. Flynn avait 33 ans et avait été déclaré inapte au service militaire en raison de problèmes de santé. Cependant, certains, dont J. Edgar Hoover, pensaient que son studio de cinéma l'avait peut-être aidé à éviter de s'engager dans l'armée. Comme Flynn était un héros de films d'action populaire et très athlétique, beaucoup avaient du mal à croire qu'il n'était pas en assez bonne santé pour servir. Mais la vérité était que Flynn avait de nombreux problèmes de santé graves. Il souffrait d'une maladie cardiaque, de paludisme récurrente, de tuberculose chronique, de multiples MST et de douleurs chroniques. Ces problèmes le rendaient inapte à effectuer tout service militaire. Ses problèmes de santé étaient si graves qu'il lui arrivait de s'effondrer sur les plateaux de tournage, comme le rapporte le Los Angeles Times. Lien avec les nazis. En 1980, un écrivain du nom de Charles Hyam a suggéré qu'Errol Flynn aurait pu être un espion pour les nazis. Hyam a basé cette idée sur les relations de Flynn avec des personnes ayant des liens avec les nazis. L'un des amis de Flynn, le Dr. Herman Urban, était membre du parti nazi et prétendait qu'on lui avait demandé de devenir espion, bien qu'il n'ait jamais dit qu'il en était réellement un. Un autre ami, Freddie McAvoy, était connu pour être antisémite et soutenir les nazis. Hyam a également affirmé avoir entendu parler par une personne dont le mari travaillait en étroite collaboration avec Flynn, selon laquelle Flynn avait un jour admis être un espion nazi alors qu'il était ivre. Cette théorie est devenue celle du « il a dit qu'elle a dit ». Cependant, cette théorie a été contestée par un livre intitulé Errol Flynn, l'espion qui n'a jamais existé, publié en 1990, qui soutenait qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour prouver que Flynn était vraiment un espion. Procès et drame juridique. Errol Flynn a dû faire face à d'importants problèmes juridiques en 1942 lorsqu'il a été accusé de prostituer par deux jeunes filles, Betty Hansen et Peggy Satterley. Le procès a créé une frénésie médiatique, mais les fans de Flynn sont restés fidèles. Le stress causé par les accusations a poussé Flynn plus profondément dans l'alcoolisme, ce qui a eu des répercussions sur sa carrière cinématographique. Ses films ont commencé à avoir de mauvais résultats. Les critiques étaient sévères et il a perdu de l'argent. Les réalisateurs ont été informés de ses problèmes d'alcool. Mais Flynn trouvait toujours le moyen de boire pendant le tournage et commença même à consommer des drogues dures et des narcotiques. Finalement, il est devenu trop difficile de travailler avec lui et Warner Brothers en a eu assez de leur chouchou. Alors ils ont mis fin à leur contrat avec lui. Dans le spectacle médiatique qui a suivi ces accusations, Flynn a été accusé de 3 chefs d'accusation graves qui auraient pu le conduire à une peine de 50 ans de prison. Malgré la gravité de la situation, il a continué à recevoir le soutien de ses fans, en particulier des femmes. De grandes foules se sont rassemblées devant la salle d'audience et certains fans ont réussi à obtenir des sièges à l'intérieur. La salle d'audience comptait même des médecins prêts à assister les fans qui risquaient de s'évanouir. Lorsque le procès commença le 11 janvier 1943, les jeunes accusatrices durent montrer leur visage sans aucune protection, ce qui fut pour elles une source de stress. Pendant ce temps, le charme de Flynn captivait la salle d'audience. Des admiratrices ont manifesté leur soutien devant le tribunal, en demandant des autographes et en emportant même des vêtements de Flynn en guise de souvenir. Flynn a reçu de nombreuses lettres de soutien, principalement de femmes, et son studio s'est empressé de sortir son prochain film pour capitaliser sur cette attention accrue. Pendant le procès, 9 femmes et 3 hommes ont fait office de jurés. Flynn a charmé les jurés en leur souriant et en leur parlant directement. Ses avocats ont attaqué la crédibilité des accusatrices, les décrivant comme peu fiables et soulignant leur origine ouvrière et leur éducation limitée. La défense a également fait valoir que les accusations étaient un stratagème pour obtenir un gain financier. L'affaire reposait en grande partie sur des témoignages contradictoires. Flynn a témoigné et a vigoureusement nié toutes les allégations. Malgré un contre-interrogatoire rigoureux, il a maintenu son innocence. Le procureur a exhorté le jury à voir au-delà du charme de Flynn.
Mais l'avocat de ce dernier a mis l'accent sur son statut de victime et a décrit les accusateurs comme des personnes trompeuses. En fin de compte, le jury a rendu un verdict de non-culpabilité. Flynn a exprimé sa gratitude à chaque juré, et ses partisans ont célébré leur victoire juste devant le tribunal. Le procès a mis en lumière les attitudes de la société envers les femmes et les rapports de force à Hollywood. Mais des décennies plus tard, des mouvements comme #MeToo ont attiré davantage l'attention sur l'exploitation des jeunes femmes dans l'industrie du cinéma. Le Mort. En 1959, Errol Flynn se retrouve confronté à de graves problèmes financiers. Pour faire face à ses malheurs, il se rend à Vancouver le 9 octobre pour discuter de la location de son yacht, le Zeka, à un homme d'affaires du nom de George Caldo. Il est accompagné de Beverly Adland, une actrice de 17 ans dont on découvrira plus tard qu'elle est sa petite amie. Flynn avait la cinquantaine. Le 14 octobre, alors que Caldo conduisait Flynn et Adland à l'aéroport pour leur retour à Los Angeles, Flynn a commencé à se plaindre de douleurs intenses dans le dos et les jambes. Inquiet. Caldo s'est dirigé vers la résidence du Dr. Grant Gould. Flynn avait manifestement du mal à monter les escaliers. Le Dr. Gould soupçonnait que Flynn souffrait d'une discopathie dégénérative et d'arthrose de la colonne vertébrale, des pathologies connues pour provoquer de fortes douleurs. Pour soulager l'inconfort de Flynn, le Dr. Gould lui a administré une injection intraveineuse de 50 mg de Demerol, un analgésique. La douleur de Flynn s'est atténuée et il a commencé à se remémorer sa vie. Se sentant mieux, il a même refusé de boire un verre quand on lui en a proposé. Le Dr. Gould a recommandé à Flynn de se reposer dans la chambre de l'appartement avant de poursuivre son voyage. Flynn a rassuré tout le monde en disant qu'il se sentait beaucoup mieux. Cependant, 20 minutes plus tard, Adland est allé voir Flynn et l'a trouvé inconscient. Malgré des soins médicaux immédiats et un transfert rapide à l'hôpital général de Vancouver, Flynn n'a jamais repris connaissance et a été déclaré mort le soir même. Le rapport du coroner a attribué sa mort à un infarctus du myocarde, communément appelé crise cardiaque, déclenchée par une thrombose coronaire et une athérosclérose coronaire. De plus, Flynn souffrait de problèmes hépatiques, notamment de dégénérescence graisseuse et de cirrhose partielle, qui ont contribué à sa mort. Flynn a été inhumé au cimetière Forest Lawn Memorial Park à Glendale, en Californie, un endroit pour lequel il avait auparavant exprimé son dédain. En hommage à ses préférences, Flynn a été enterré avec 6 bouteilles de son whisky préféré, ce que sa femme avait à dire sur lui. Près d'un demi-siècle après la mort d'Errol Flynn, sa dernière épouse, Patrice Wymore, a offert des informations fascinantes sur sa chute. Wymore a commencé sa carrière à Broadway dans les années 1900, 40 en apparaissant dans des comédies musicales avant de passer à Hollywood. Elle a fait ses débuts à Hollywood en 1950 dans la comédie romantique Tea for Two aux côtés de Doris Day et Gordon MacRae. La même année, elle a également joué dans le western Rocky Mountain, qui l'aurait rapproché de Flynn. Une fois le film terminé, Flynn a mis fin à ses fiançailles avec une princesse roumaine pour épouser Wymore. Dans son autobiographie de 1959 My Wicked Ways, Flynn raconte comment il a demandé à sa gouvernante d'annoncer la nouvelle à la princesse par téléphone, considérant que couper les ponts avec la royauté n'était pas un problème. Malgré son désir déclaré d'un mariage stable, Flynn a persisté dans ses habitudes d'infidélité, de consommation excessive d'alcool et de drogue. Il a également dû faire face à des difficultés dans sa carrière et a subi d'importantes pertes financières dans ses tentatives infructueuses de produire une version cinématographique de Guillaume Tell. Wymore lui est séparé au moment de sa mort en 1959, alors qu'il résidait au Canada avec sa petite amie adolescente, Beverly Adland. Wymore a choisi de ne pas se remarier et a toujours défendu son défunt mari dans des interviews, affirmant que la personnalité publique débauchée attribuée à Flynn ne correspondait pas à l'homme qu'elle connaissait. Dans une interview de 2005, elle a déclaré qu'il avait tout simplement perdu le nord. La carrière d'Errol Flynn, qui avait autrefois brillé de 1000 feux, a été entachée de nombreuses difficultés qui ont contribué à sa chute. Malgré son personnage courageux à l'écran, Flynn a dû faire face à d'importantes difficultés personnelles et professionnelles. Il s'agissait notamment de dépenses extravagantes et d'échecs dans ses entreprises, notamment sa tentative malheureuse de produire une adaptation cinématographique de Guillaume Tell.
Ses échecs commerciaux ont aggravé ses problèmes financiers et ont eu de graves répercussions sur sa santé mentale et physique, le poussant encore plus loin dans l'alcoolisme et la toxicomanie. Wymore a révélé que ces difficultés ont profondément affecté leur mariage. Malgré ses efforts pour lui offrir un environnement familial stable, les comportements autodestructeurs de Flynn rendaient de plus en plus difficile le maintien de leur relation. Elle a noté que le public voyait rarement la complexité de la personnalité de Flynn, qui était un mélange de charme et de problèmes profondément ancrés, alors que le monde voyait un personnage espiègle et aventureux. Wymore voyait un homme luttant contre ses démons intérieurs. Dans plusieurs interviews, Wymore a continué à défendre Flynn contre les aspects les plus désordonnés de son image publique. Elle n'a cessé d'insister sur le fait qu'il était un individu gentil, incompris, qui a succombé aux pressions d'Hollywood. Son soutien indéfectible a suggéré que Flynn possédait des qualités de gentillesse et de vulnérabilité qui étaient souvent éclipsées par ses facéties publiques. Selon Wymore, l'image publique de Flynn ne reflétait pas sa véritable nature. Il était bien plus que le personnage superficiel que les tabloïds ont souvent décrit. La santé déclinante de Flynn a également joué un rôle crucial dans sa chute. Des douleurs chroniques dues à des problèmes dégénératifs de la colonne vertébrale et à d'autres problèmes médicaux l'ont conduit à recourir de plus en plus à l'alcool et aux narcotiques pour soulager la douleur. Cela a exacerbé ses problèmes de toxicomanie existants, compromettant encore davantage son bien-être physique et mental. Wymore a souligné que ces problèmes de santé étaient des facteurs importants, qui ont contribué au comportement erratique de Flynn et à sa fin très tragique. Mais Wymore a aussi abordé le sujet qui n'était pas abordé. Elle a évoqué la relation controversée de Flynn avec Beverly Adland, alors adolescente. Elle pensait que Flynn recherchait de la compagnie et tentait de retrouver sa jeunesse plutôt que d'agir par pure volonté d'exploitation. Malgré le jugement de la société, Wymore a affirmé que la relation de Flynn avec Adland représentait sa lutte pour trouver de l'affection et des liens pendant ces dernières années, ce qui prouve encore plus sa vulnérabilité et son besoin d'amour. Dans l'ensemble, Patrice Wymore a offert un portrait plus nuancé de la vie d'Errol Flynn qui contrastait fortement avec sa personnalité publique. Elle l'a présenté comme un individu complexe qui, malgré ses défauts, était fondamentalement incompris. Selon elle, la chute de Flynn était le résultat d'une combinaison de difficultés personnelles, de problèmes de santé et de pressions écrasantes liées à la célébrité. Les réflexions de Wymore ont permis de mieux comprendre la fin tragique d'une icône hollywoodienne, soulignant que Flynn était, par essence, un homme qui avait perdu son chemin. Heritage. L'icône charismatique d'Hollywood, dont le nom résonne encore aujourd'hui auprès du public. Errol Flynn a longtemps été un sujet de fascination, notamment en ce qui concerne sa fortune. Si les estimations de diverses sources varient, suggérant qu'il avait amassé une fortune d'environ 10 millions de dollars au moment de son décès en 1959, une somme équivalent à 90 millions de dollars en monnaie actuelle si l'on tient compte de l'inflation. Il existe une contradiction très intéressante. Certaines sources dressent aujourd'hui un tableau radicalement différent, estimant sa fortune nette à seulement 1 million de dollars. Cette disparité dans les estimations révèle une facette captivante de la vie de Flynn. Son style de vie extravagant et ses démêlés avec la justice ont considérablement influencé sa situation financière. Connu pour son personnage plus grand que nature à l'écran et dans la vie, Flynn s'adonnait à des plaisirs opulents qui ont inévitablement eu des répercussions sur ses finances. De son goût pour les vins fins à ses fêtes extravagantes dans des propriétés luxueuses, en passant par ses croisières sur des yachts somptueux et ses fréquentes aventures autour du monde, Flynn n'a pas lésiné sur les dépenses pour vivre pleinement sa vie. Cependant, parallèlement à son style de vie somptueux, Flynn a dû faire face à de nombreux problèmes juridiques qui ont mis à rude épreuve sa santé financière. Tout au long de sa carrière, il a dû faire face à des accusations allant des accusations légales aux allégations de fraude fiscale, qui ont non seulement terni sa réputation, mais ont également entraîné des frais juridiques et des pénalités substantielles. Malgré les hauts et les bas de sa vie personnelle et publique, l'héritage d'Errol Flynn au cinéma reste indélébile. Réputé pour son charme magnétique et sa présence à l'écran, Flynn continue de captiver le public de toutes les générations. Qu'il soit courageux sur grand écran ou qu'il navigue dans les complexités de sa vie privée, Flynn est un homme aux multiples talents.